Bonjour Grégory, Eh bien, bonjour. merci de nous consacrer un petit peu de temps pour nous parler des innovations et des produits de LuxLingua. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots et justement nous dire un peu LuxLingua, c'est quoi? Oui, 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 bien sûr. Alors, je m'appelle donc Grégory Thévenet, donc jusque-là, on est d'accord. J'ai un parcours un petit peu atypique et avant de présenter LuxLingua, on va commencer par là parce que ça nous éclairera pour la suite. J'ai fait des études anglophones, pardon, un master dans ce cadre-là, en parallèle d'études de recherche en sciences politiques. Et ça m'a permis d'avoir un gros background quantitatif, sur l'analyse quantitative notamment. Donc concrètement, c'est faire beaucoup d'algèbre. J'ai commencé ma carrière là-dedans dans un labo d'idées, puis après, j'ai vite bifurqué vers la linguistique, et particulièrement le côté technique de la. Je suis devenu ingénieur linguiste, et au bout de quelques années de carrière, nous sommes rentrés en France, Aurélie et moi. On avait passé 8 ans à Londres, on a commencé notre carrière là-bas. Et lorsque nous sommes rentrés en France, on a fondé LuxLingua sur un constat assez simple de ramener du bon sens dans la gestion du langage dans un cadre marketing. C'est quelque chose qui arrive très généralement, encore trop aujourd'hui, en bout de chaîne, et on s'en débarrasse plutôt qu'on en fait quelque chose d'efficace. Oui, C'est c'est pas toujours faux. très vrai. Ah oui, quelle que soit la taille du groupe, la logique s'applique partout. Sur ces entrefaits, nous avons fondé LuxLingua en 2014 et on s'est donné pour objectif de devenir une agence de marketing innovant. Les premières briques d'innovation, elles portaient sur l'ingénierie linguistique, c'est des choses qu'on utilise toujours mais sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, qui ont trait plutôt l'automatisation de la production de contenu et du contrôle qualité. Et au fil des ans, on s'est rapproché de deux choses. La première, c'est d'un segment en particulier, celui des vins et spiritueux. Attendu que nous sommes aujourd'hui à Jarnac, avant Angoulême et beaucoup à Cognac, ça nous a semblé pertinent. On a construit l'essentiel de notre pipeline commercial dans ce segment. Et il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, on a fait un constat assez simple sur ce segment, c'était la difficulté de trouver des outils marketing vraiment différenciants. Donc, on a commencé un programme de recherche-développement focalisé sur la réalité augmentée. C'est à ce moment-là, donc on a commencé ça en 2018, et on a exposé le premier produit au CES en 2019. Et donc, aujourd'hui, on a rajouté cette brique technique à nos solutions marketing et on en a fait également une fin en soi, c'est-à-dire que on explore le plus d'aspects techniques de la réalité augmentée que possible pour ne pas rester simplement une solution pour le secteur des vins et spiritueux. Et je pense que j'ai bouclé la trajectoire générale de LuxLingua. Aujourd'hui, donc, on est une agence de marketing innovant. On propose de la réalité augmentée, comme je viens d'expliquer, des services linguistiques, et puis tout ce qui va entre, de l'analyse marketing de fondamentale, où on va aller chercher de la donnée qualitative et quantitative, jusqu'à dérouler tous les supports qui vont derrière, qui vont du site web en passant par la réalisation de films, les shootings photos, le community management et puis les calendriers de publication. Bref, tout ce qu'il faut pour faire des belles campagnes marketing. Alors, on a l'histoire, c'est parfait. Maintenant, on va Ouais. pouvoir se raccrocher à l'actualité. On s'est Oui, rencontrés alors virtuellement hein, sur le CES 2021, où vous avez présenté Exemplar Tech. Est-ce que tu peux nous ouais. dire ce que c'est? Oui, je peux tout à fait dire ce que c'est, avec grand plaisir même. Alors, Exemplar, c'est la deuxième itération de notre produit en réalité augmentée. On a commencé par un projet qui était focalisé sur le développement de la réalité augmentée pour les réseaux sociaux, en utilisant Spark AR, notamment le moteur de Facebook et Instagram.
avec pour objectif de lever le verrou, la friction qui existe entre le moment où l'utilisateur final reçoit un QR code, un lien hypertexte, et celui où il voit effectivement l'expérience devant lui. Alors, les réseaux sociaux, c'était bien d'un point de vue marketing, mais techniquement, déjà, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisque Spark IR est relativement limité, voire très limité. Et on ne pouvait pas développer dans un outil agnostique qu'on utilise usuellement, que à peu près tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle Unity. Alors, même si c'est très jeu vidéo, Unity, pour la réalité augmentée, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut. C'est très performant, on fait des choses qui sont magnifiques, très bien. Mais du coup, pour la réalité augmentée sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas trop utiliser Unity, la rétrocompatibilité n'était pas furieuse. Donc, on a exploré la suite et naturellement, on s'est tourné vers la Web AR, donc la réalité augmentée sur le web, qui aujourd'hui mélange deux technologies dans le secteur, la réalité augmentée à proprement parler, avec toutes ces fonctionnalités usuelles, les points d'interactivité, le tracking, toutes ces choses. Et puis la VR mobile. La VR mobile, c'est typiquement de la VR sur un smartphone et ça permet de créer, pour faire très bref, des environnements à 360. Donc quand on se promène avec son smartphone, eh ben, tout est théâtralisé. On n'a pas juste un point en réalité augmentée qui est apparu devant nous. On est dans une sphère à 360 en fait. Et donc, c'est ce constat, puis cette exploration, elle nous a amené à la deuxième partie de notre programme de recherche-développement, qui a été de créer la plateforme Exemplar, qui est donc basée sur la Web AR, et qui a deux grandes applications. La première, c'était de faire arriver un peu plus la réalité augmentée dans le secteur des vins et spiritueux. Comment on a fait ça? On s'est dit, bon, on peut faire à peu près ce qu'on veut en réalité augmentée. Aujourd'hui, en développant sous Unity. On peut vraiment aller très, très loin. Mais comment le faire comprendre à un segment qui n'est pas mature sur cette technologie, hein, entendons-nous bien. Et on s'est dit, on va construire une plateforme de contenu pré-créé que nous, on aura imaginé et qui seront customisables avec les éléments usuels des vins et spiritueux. Donc, on va avoir une étiquette. On va pouvoir uploader une étiquette. Cette étiquette, elle va automatiquement s'afficher sur une bouteille. On a un petit sélecteur de bouteilles avec les 3 formats principaux. Du coup, l'utilisateur B2B peut modifier ça. Ensuite, dans Exemplar, on a d'autres petits points de personnalisation. On a un sélecteur d'expérience. Pour l'instant, il y en a une dans la plateforme, les autres arrivent au fur et à mesure. Là, c'est une chorégraphie de papillons très onirique dans la tendance de l'escapism. On peut bien évidemment rajouter un call to action qui est manifesté par un bouton tout simple, plus. On est allé chercher le plus simple possible justement en termes d'UX design. Et enfin, on a l'étape qu'on a appelée de publishing, où on va récupérer l'expérience qu'on a customisée. Et on a voulu faire ça le plus simple possible. Donc, il y a deux choses. Un, on copie le lien de l'expérience. On le poste dans une campagne sur Facebook, Instagram, WeChat, n'importe quoi. Ça marche. Et on peut télécharger un QR code pour faire des campagnes packaging ou PLV. Donc ça, c'était la première chose. C'est vraiment un côté sensibilisation. Et la deuxième chose, c'est que la Web AR, c'est plus neuf que le reste, notamment en termes de jusqu'où on peut aller en termes de graphisme, en équilibrant ça avec la charge de travail pour ne pas faire exploser le téléphone de l'utilisateur final. Et donc, on a vraiment exploré ça et on s'est focalisé sur la rationalisation du code pour que quand l'utilisateur joue son expérience, ça se passe bien, même en H+, pour faire très bref. Tu as insisté sur la simplicité en fait de la solution. Est-ce que tu peux nous dire si c'est facile de rendre les utilisateurs autonomes? Parce que c'est ça l'objectif, hein, qu'ils développent leur propre expérience de réalité augmentée. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui et est-ce que c'est facile? Alors, est-ce que c'est nécessaire? Franchement, j'en sais rien. Pour être vraiment tout à fait honnête là-dessus, c'est une étape qu'il faut essayer.
Est-ce que c'est une solution qui va être durable de rendre les utilisateurs autonomes pour qu'ils créent eux-mêmes de la réalité augmentée, que ce soit en B2B ou en B2C, vraiment pour l'utilisateur final? Ça doit être testé. Mais est-ce que c'est la solution? Encore une fois, je ne suis pas sûr. On verra comment le marché répond. Les tendances qui sont fournies par les gros cabinets d'analyse pointent dans ce sens, mais il y a une marge d'erreur qui est tellement élevée qu'on ne peut pas avoir de certitude. Et sur la facilité d'utilisation, aujourd'hui, oui, on peut, un responsable marketing, un directeur commercial, il va pouvoir être autonome sur ce genre de plateforme. C'est très simple, il y a 5 étapes, il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce qu'il va pouvoir exploiter ça lui-même dans une campagne marketing? Ça, c'est la question à se poser. Et c'est ce sur quoi on travaille maintenant, c'est-à-dire, OK, la technique, c'est bon. L'artistique, on est raccord aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ça comme un levier d'activation plus traditionnel, comme une campagne social media aléatoire, ou ne serait-ce qu'une belle campagne avec un motion designer? Bon, là, c'est des choses sur lesquelles on avance beaucoup et sur lesquelles on va bosser avec des partenaires clés comme le lab d'LVMH. On est incubé par Bernard Magret aussi à Bordeaux. Voilà, on va faire avancer cette partie vraiment logique de campagne marketing avec tous ces acteurs et puis tester, quoi. Vous avez choisi un domaine assez particulier, hein, comme tu l'as expliqué, les vins et spiritueux. Euh, est-ce que vous pensez que c'est un domaine qui peut être pilote dans l'usage de la réalité augmentée à destination des consommateurs, enfin de leurs consommateurs, de la relation client? Est-ce qu'il y a un besoin particulier? Est-ce qu'il y a des traditions particulières qui rendent plus ou moins facile l'intégration de ces technologies? C'est quoi un peu l'ambiance dans le milieu? Ah, c'est une excellente question et c'est vraiment enthousiasmant en fait parce que c'est là qu'on observe comment une technologie se met en adéquation avec certains segments. Donc la réalité augmentée, elle est très très bien exploitée par les cosmétiques, puis les marques mode beauté. Pour l'essayage de vêtements, bon, ça marche un peu qu'à un cas, mais pour l'essayage de maquillage, de tout ce qui est make-up, L'Oréal est vraiment pionnier là-dessus. Ils ont vu la valeur tout de suite. Il n'y avait pas trop d'ambiguïté, d'ailleurs, là-dessus. Donc, ça, c'est vachement bien. Et là, avec le secteur des vins et spiritueux, en fait, on va aller explorer un nouveau vecteur de storytelling plutôt que. Donc, on ne va pas se concentrer pardon, sur la partie technique de la réalité augmentée, où effectivement, on peut voir quelque chose qui n'est pas là sur son visage. On va explorer la réalité augmentée en tant qu'un vecteur nouveau de storytelling. Et pourquoi le secteur des vins et spiritueux s'y prête bien? C'est parce que tout le monde a fait sa petite vidéo de son cuvier, de ses vignes avec son drone. C'est très chouette, mais c'est hyper statique. Alors que le propre de ce secteur, c'est la sensation, c'est les sens. Quand on est statique, donc c'est pareil, c'est des études qui ont été menées là-dessus, mais on n'utilise pas son cerveau pareil que quand on interagit avec quelque chose. Or, comme le storytelling, c'est basé sur le couplage neuronal, donc des choses qu'on a déjà vues auparavant, enfin, on rapproche des choses qu'on a déjà vues auparavant de ce qu'on vit dans une expérience de storytelling, ça favorise la mémorisation. Et la réalité augmentée, comme on interagit avec la chose, on augmente aussi la mémorisation, puisqu'on n'est pas passif, on est actif. Donc ça, ces phénomènes physiologiques, si on couple à ça l'expérience très sensorielle du secteur des vins et spiritueux, dans l'absolu, c'est-à-dire que mon critère qualitatif, hein, dans mon analyse de tout ça, il me dit, OK, c'est là qu'il faut aller créer des expériences en réalité augmentée immersive, un peu comme ce qu'on essaie de faire avec la VR dans les circuits de visite. Sauf qu'on va appliquer ça à du smartphone quand on va scanner une bouteille et où on va pour volonté de renforcer l'attachement à la marque et de favoriser la mémorisation, en plus de permettre, lorsque ça, je vais développer ça un petit peu plus aussi, parce que c'est vraiment intéressant.
en plus de permettre à l'utilisateur de visiter le domaine à distance. Et si on creuse un petit peu plus profond, en fait, ce n'est pas nécessairement la visite du domaine qui est intéressante, c'est la mise en avant des différenciateurs. Un domaine comme Opus One aux États-Unis, c'est magnifique. C'est un conte de fées, cet endroit. Et il y a quelques points d'intérêt qui sont super importants. Leur château, leur vignoble. Et avec la réalité augmentée, on peut pousser des informations qui font que c'est différent des autres. Premièrement, parce que c'est beau, et deuxièmement, parce qu'ils l'exploitent d'une certaine façon, qui est éco-responsable. Ils ont choisi un cépage particulier, ce genre de choses. Ça, c'est très bien. Et puis, une dernière chose aussi qui est vraiment intéressante dans le secteur des vins et spiritueux, qui est plus technique, qui me parle beaucoup à moi, c'est toutes ces choses extraordinaires, les cuviers, les caves, les fûts, les tonneaux. En 3D, ça existe à peine, ces choses. C'est des choses qui ne sont pas modélisées en 3D parce qu'on n'a pas vraiment besoin, parce que le segment n'est pas très mature. Et une fois qu'on aura créé cette bibliothèque d'applicatifs de fûts en 3D, de bouteilles en 3D, qu'on aura quelque chose de vraiment important, ça va changer un secteur du coup. Ça a vraiment un impact sur la totalité du secteur. Parce que on les modélise, nous, en 3D sous Unity, c'est cool, mais on peut bosser avec le responsable d'exploitation pour que la donnée 3D, elle soit exploitable pour lui, pour que ça lui permette de bosser sur sa chaîne de prod, peut-être pas, ou quoi que si, sur sa chaîne de production, sur la température de son chai, qu'il puisse faire des diagnostics après avec de l'asset 3D qu'on lui aura fourni. Ça, c'est vachement excitant. Ouais. Alors, la solution est encore jeune, hein, mais est-ce que tu peux nous donner quelques retours d'utilisateurs, soit professionnels, soit des utilisateurs professionnels qui ont utilisé la solution vers des clients finaux? Comment ils voient ça, eux? Ouais, et depuis la sortie, en fait, on s'est dit, on ne va pas faire une grosse sortie en disant c'est la révolution, on a tout compris. On est allé chercher pendant 3-4 mois du feedback utilisateur. Donc, j'ai beaucoup de retours, beaucoup de retours. En B2B, les premiers retours et ce qu'on a corrigé très rapidement, c'était sur la fluidité de la plateforme. C'est quelque chose de très bête, mais on avait une attrition, une perte très importante lorsque on avait un écran de chargement. Quand on ouvrait la plateforme pour la première fois, qu'il n'y avait pas de cache dans le navigateur, on a rajouté des petits écrans de chargement, des choses très bêtes. Et puis après, on s'est concentré sur recueillir du feedback sur la partie artistique. Ça, c'était très important pour nous. Et sur la partie, est-ce que les gens arrivent, lorsqu'ils sont à l'étape publishing, à mettre ça dans un post Facebook ou à poser leur QR code? Les retours qu'on a eu là-dessus, c'est que la partie artistique qu'on a vraiment bien développée, la chorégraphie de papillon, c'est ça que les gens veulent. C'est ça qui les séduit. Le reste, l'univers à 360, ils s'en sont à peine aperçus, en fait. Donc, il faut que ça soit propre. En fait, le fait qu'ils s'en soient à peine aperçus, ça remplit notre objectif quelque part. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas remarqué quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas été distraits de l'expérience non plus, et ils ne se sont pas dit « Ok, ça ne sert à rien ». Ils se sont juste dit « C'est normal que ça soit là ». Donc, ça veut dire que la notion de VR mobile et cet univers à 360, il a marché auprès de notre public test et du public payant maintenant. La partie chorégraphie de papillon, c'était le grand verrou à lever, ça a marché. Donc ça, techniquement, ça a plein d'implications pour nous. Et puis le reste, par contre, donc on a une visualisation des arômes, notamment, qui est dans une constellation d'étoiles, dans un univers très galaxie d'étoiles, justement. Et ça, avec notre budget de R&D, on n'avait pas pu le pousser autant qu'on voulait en termes de qualité graphique, et tout le monde s'est arrêté dessus. Tout le monde a dit « Ok, non, ça, il faut que ça me va pas. » Littéralement, tout le monde s'est arrêté dessus. Et non seulement sur la partie qualité graphique, bon, sans que ça soit moche, hein, entendons bien, ce n'était pas assez bon par rapport au reste. Et surtout, ils se sont arrêtés sur la partie fonctionnalité, par extension. Et ça, c'est intéressant. Parce que, comme ils n'étaient pas dans l'expérience graphique, dans l'univers onirique, ça cassait l'immersion. Ils se sont dit « Ah ouais, mais du coup, j'aurais préféré avoir ça et ça et ça et ça en plus. »
Et ça indique que, et ça se confirme par les expériences utilisateurs grand public qu'on a eues, qui est que alors je reviendrai sur les données plus particulièrement, la partie quantitative, mais sur la partie qualitative, l'utilisateur final, à partir du moment où il sort de l'ambiance, où ses sens sont plus stimulés d'une manière cohérente, on le perd. Donc là, il y a un énorme enjeu de se dire, OK, il faut que tout soit cohérent, donc il faut que ce soit relativement court, hein, parce que nous sommes tous humains, notre capacité d'attention est très limitée. Il faut que ça soit court, il faut que ce soit très cohérent et surtout, il faut que ça ait une finalité. Comme au cinéma ou quand on fait une pub, il faut qu'il y ait une fin et qu'après, alors après, ça dépend de la stratégie de chaque marque, mais que l'utilisateur puisse continuer son parcours au sein de la marque. Ça, c'était vraiment la partie qualitative des retours utilisateurs. En termes quantitatifs, on a alors, je n'ai pas les derniers chiffres, un peu moins de 80 utilisateurs tests et payants qui vont du négociant en vin en passant par l'agence de branding jusqu'au château, marque de cognac et toutes ces choses. Les premiers déploiements marketing, ils sont en train d'avoir lieu. Alors, je ne peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est c'est pas de la partie gratuite en fait de chez nous, donc on n'a pas de propriété intellectuelle dessus par extension. Mais ça se précise. Et en termes de volume d'utilisation de l'utilisateur final, sur un QR code designé avec un call to action, on est sur des volumes d'utilisation qui sont supérieurs à une campagne PLV traditionnelle dans point de vente. Donc, sur de la PLV, c'est difficile de donner des pourcentages, mais c'est ce qui a été observé en fait en magasin, quoi. D'accord. Et tu peux nous dire, justement, face à ces constatations, comment la solution va évoluer? Alors, peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? C'est une excellente question aussi. Les prochaines étapes, la première, ça va être d'aller chercher un partenariat avec un groupe pour défricher toute la partie branding. Très simplement, nous, on n'a pas vocation à tout révolutionner par nous-mêmes. Il faut qu'on s'appuie sur des gens qui ont l'expérience de terrain, qui testent le truc comme une tablette durcie, qui testent le truc dans des conditions réelles. Donc, l'étape suivante, ça va être de créer un nouveau programme de recherche et développement qui va être focalisé sur les besoins d'un groupe. Bon, ça c'est un peu vague. Plus précisément, le lab de ce groupe, ils nous disent, OK, mes marques, elles me demandent ça, grosso modo. Nous, on voit ce qu'on peut faire et on met un cahier des charges, un budget en face et on fait les campagnes de test avec les marques qui sont intéressées. Donc ça, c'est l'étape, disons, très court terme. L'étape court terme / moyen terme, ça va être de consolider la bibliothèque d'applicatifs et les expériences qui sont dans la plateforme. On va être sur un modèle qui ressemble un peu à ce que fait une entreprise qui s'appelle Breakout Clips, qui fait du motion design. Et donc, ils ont un petit outil de customisation de campagnes mail et réseaux sociaux basé sur leur motion design à eux. Et on va donc à court moyen terme, on va faire un peu pareil pour Exemplar. On va ajouter des choses dans la plateforme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on était parti sur une logique très expérientielle, comme l'expérience des papillons, qui est longue. Et les retours du marché nous ont dit non, c'est pas la bonne voie. Ce qu'il faut faire, c'est des choses courtes, focalisées sur des différenciateurs précis. Par exemple, une façon de distiller, une cave qui a des propriétés particulières, un cépage, un château pour la partie œnotourisme, mais des choses courtes, simples, directes et qui
envoie l'utilisateur vers la suite du parcours client d'une manière très directe. Je sais pas très honnêtement là-dessus si c'est durable, cette approche. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on explore vraiment la capacité de storytelling de l'AR pour les vins et spiritueux. Nous, on a une bonne idée de ce qu'il faut faire. Mais le marché n'est pas d'accord. Donc, on s'adapte au marché. Justement, j'aimerais bien terminer là-dessus. Là, on a parlé vraiment de Exemplar et de sa façon d'évoluer en fonction des retours des utilisateurs, des expériences qui ont pu revenir à tes oreilles pour s'adapter. Comment, de façon plus générale, tu vois évoluer le marché de la réalité augmentée, vraiment de façon générale? On parle beaucoup de réalité augmentée depuis un an, hein, on se doute pourquoi, puisque les gens ne sortent plus, donc il faut des outils d'expérience client, des outils de collaboration à distance, etc. Comment, toi, dans les prochaines années, tu vois évoluer, ou quelles sont les principales évolutions que tu vois? Des évolutions techniques, des évolutions sur le matériel, des évolutions d'usage, des grandes plateformes qui prennent en charge les choses et qui deviennent donc mainstream par définition. Comment tu vois ça? Il y a beaucoup d'incertitudes pour moi là-dedans. J'avais des certitudes jusqu'à il y a encore pas trop longtemps, et maintenant, je vais essayer de m'avancer sur ce qu'il me semble souhaitable, pas plutôt ce qui me semble logique ou qui devrait arriver, parce que je ne vais pas m'y risquer. Ce qui me semble souhaitable, c'est quelque chose qu'on observe vraiment chez les fabricants, c'est arriver à du hardware immersif, lunettes notamment, qui ajoute de la valeur à la réalité augmentée. Et il faut que ce hardware, bien évidemment, il soit le plus grand public possible. Donc, ce que je vois arriver là, ce que je souhaite voir arriver plutôt, c'est observer ce que font les trailblazers usuels que sont Apple, Dell à moins forte raison, Microsoft, bien évidemment. Et puis, tout de suite derrière, ceux qui vont démocratiser ça à encore plus grande échelle, les Xiaomi notamment. Enfin, Xiaomi, c'est le premier qui me vient en tête. Huawei, c'est un peu plus compliqué pour eux en ce moment, mais Xiaomi, ouais, je les vois bien arriver sur ce marché-là. Et en parallèle, euh, je vois arriver des campagnes très fragmentées de chaque gros groupe qui va pouvoir tirer parti de tout ça. Alibaba me vient en tête, mais Amazon, ils ne sont pas forcément pionniers là-dessus, mais c'est possible aussi. Et puis, donc ça, c'est pour la partie vente. Et puis sur les plateformes de contenu, voir comment Facebook, Instagram, Snapchat va s'adapter à tout ça aussi. Et ce que je vois émerger de tout ça, ce que j'aimerais voir émerger, en fait, c'est pas très logique, mais ça me plairait vraiment, en fait, et je pense que c'est très enthousiasmant. C'est une nouvelle façon de consommer la réalité augmentée basée sur des plateformes, ce que tu disais, où on va avoir l'apparition d'énormes plateformes de contenu co-créées par les utilisateurs, ou plutôt nourries par les utilisateurs, type TikTok avec des vidéos, ou même peut-être plutôt YouTube, puisqu'on est plus dans une logique de contenu vidéo, donc on s'approche de ce genre de logique. Et à ce moment-là, on aura une vraie démocratisation de l'AR. Après, est-ce que ça va être des nouvelles plateformes? Moi, j'aimerais bien voir apparaître des nouvelles plateformes, des choses qui sont vraiment dédiées à ça, où on va explorer à la fois la partie tech et la partie comment l'utilisateur il interagit avec la réalité augmentée et quelle place elle prend dans sa vie, vraiment. Parce que si ça s'intègre à Facebook, Instagram, TikTok, tous ces trucs, on ne sait pas la place que ça prend dans sa vie, dans la vie des gens, la réalité augmentée. On sait la place que Facebook prend dans la vie des gens. C'est pas, je trouverais ça plus enthousiasmant de voir arriver des plateformes. Par contre, là où je me dis que ça va freiner, c'est comment est-ce qu'on va faire arriver le grand public à créer des choses en réalité augmentée tout seul, vraiment tout seul. Et ça, je ne sais pas comment elle va évoluer la technologie. Il y a d'un côté
plus les bibliothèques d'applicatifs augmentent et meilleurs seront les moteurs de deep learning et plus on arrivera à des moteurs de création d'expériences en AR qui seront simples. Aujourd'hui, on a des choses qui ont marché dans ce sens comme je sais pas, les campagnes mail avec Mailchimp ou ce genre de trucs, des choses que n'importe qui peut l'utiliser, à peu près, on exagère, mais c'est très simple. Puis on a le contre-exemple avec justement la linguistique, où dans les années 80-90, on s'est dit, on a des ordinateurs, on va faire des énormes corpus, et puis dans 5 ans, il n'y aura plus besoin de traducteurs parce que on aura tout exploré. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. On s'est aperçu que la complexité initiale envisagée, elle était beaucoup plus compliquée que prévu. Et aujourd'hui, malgré des enjeux énormes et des investissements colossaux dans ces technologies, on voit des acteurs comme Sistran ou Google qui envoient des millions là-dedans, des dizaines de millions d'ailleurs. Le verrou, il est toujours là. Il n'a pas bougé en 15, 20, ouais, quasiment 30 ans, quoi. Et l'AR, je me demande de quel côté le fruit va tomber, quoi. Donc, on va attendre encore quelques années pour voir comment vont évoluer les choses. En tout cas, merci Grégory du temps passé. Et C'était puis, avec grand plaisir. on mettra donc les liens vers Exemplar pour que les gens aillent voir directement. Et s'ils ont des questions, le plus simple, c'est qu'ils vous contactent en direct. Exactement. Et on répondra avec grand plaisir à tout le monde. C'était Merci beaucoup. de rien, c'était super intéressant.